Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui je viens un petit peu parler parce que j'ai du temps et j'ai surtout lu des articles que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est important. J'ai trouvé ce média, donc Reporter, le quotidien de l'écologie, et du coup j'ai très envie de parler de ce média que j'ai trouvé vraiment hyper bien. Déjà voilà, c'est un journal indépendant comme il est marqué, en accès libre pour tous, sans publicité ni actionnaire, financé par des dons de ses lecteurs. Donc déjà, c'est un média qui n'est pas influencé par qui que ce soit, parce qu'il n'est pas soutenu par qui que ce soit. C'est un journal indépendant et ça c'est top. Et tous les articles qu'il y a là-dedans sont vraiment hyper bien. Et je dirais qu'ils ont, quand on parle d'écologie, et donc ce média-là en particulier, a une vue vraiment, je dirais, vraiment sur l'écologie, c'est-à-dire que c'est pas un média qui peut être manipulé ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la vérité vraie, je dirais, concernant tout ce qui est écologie et tout. Par rapport à la COP26 notamment. Donc j'en ai déjà mis de côté pour demain matin pour la matinale quand on va parler. Donc je pensais qu'on allait parler que des solutions du nucléaire, machin et tout. Mais en parlant de la COP26, en fait, on va parler du nucléaire encore parce que vous verrez demain, surprise, surprise. Et les alternatives qu'il y a, mais qui ne vont pas être, je dirais, forcément prises en compte de suite. Et voilà. Donc, on va commencer par regarder ces articles. Avant toute chose, je voulais déjà remercier les nouvelles personnes qui suivent la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, si jamais voilà, vous n'êtes pas dispo pour regarder les lives, je sais que les horaires c'est compliqué pour les gens qui travaillent et tout. Sachez que donc les rediffs sont disponibles un certain temps sur Twitch, mais toutes mes rediffs sont disponibles sans temps imparti sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est ton French Podcast. Il y a les liens dans la bio. Vous pouvez aussi me soutenir avec les dons Utip ou voilà, il y a du merch avec des tasses, des t-shirts, ce genre de trucs. Sinon, un simple don. Voilà, pour me soutenir dans ce que je fais. Et puis voilà, du coup, on va commencer à lire cet article. Voilà. Alors, donc, c'est donc de Reporter, enquête alternative pour le climat, économiser l'énergie est indispensable. Voilà. Donc le débat sur la politique énergétique se focalise en France sur une question secondaire, nucléaire ou renouvelable. Car l'enjeu crucial est celui de la consommation énergétique. Et on ne pourra pas enrayer le changement climatique sans une politique déterminée pour économiser l'énergie et transformer nos modes de vie. Donc là, on parle de sobriété. J'aime beaucoup ce mot, moi. Sobriété, ça me fait penser à Pierre Rabhi. Ça me parle énormément. Sobriété énergétique, la solution oubliée. La sobriété, un pilier de la transition écologique. Un nombre grandissant d'experts et d'institutions l'exigent pour économiser l'énergie. Pourtant, la sobriété reste dans l'angle mort des pouvoirs publics. Sans transformation profonde de nos modes de vie, la France pourra-t-elle être à la hauteur des enjeux environnementaux ? Enquête sur une démarche prometteuse mais marginalisée. Voilà. Donc, on va continuer à lire ceci. Éventuellement, après, on reviendra sur ces liens-là. Donc, éolienne ou EPR, panneaux photovoltaïques ou fusion nucléaire, les alertes scientifiques sur le réchauffement climatique se multiplient depuis les années 1970. Donc voilà, ça dure depuis quand même un certain temps tout ça. 1970, je veux dire, là on est en 2022 bientôt. Ils avaient commencé déjà à mettre le haut là il y a quelques temps et on se réveille à peine maintenant. C'est vrai que c'est un petit peu tard. Il y avait les débats médiatiques sur la meilleure manière de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une question demeure pourtant en angle mort, celle des économies d'énergie. Sans sobriété, on n'y arrivera pas. Donc concrètement, actuellement, si on continue à consommer, à produire de la même manière que maintenant, on n'arrivera jamais à passer sous... on n'aura pas les ressources nécessaires pour passer
sur de l'énergie 100% renouvelable. Ce qui veut dire que il faut bien comprendre que, certes, il faut remettre l'énergie verte en place, etc. Il faut que ça se fasse. Néanmoins, si chacun dans son foyer continue de surconsommer, de surproduire, de produire des déchets à tout va, de continuer à avoir un mode de vie vraiment catastrophique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qu'on n'intègre pas dans son quotidien de la sobriété, ce qui veut dire sobriété, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est d'être un petit peu plus réfléchi, d'avoir une consommation plus consciencieuse, d'avoir une attitude plus respectueuse envers l'environnement, et du coup comment dire, d'adapter tout ceci à son mode de vie. Voilà. Donc c'est là ce qui est important. Et c'est là ce qu'ils veulent dire. En fait, le concept de sobriété prisé par les philosophes antiques, qu'il associe au bonheur et à la sagesse, donc on vient à en parler, connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Un nombre croissant d'intellectuels, d'associations et d'institutions comme l'ADEME, Agence de la transition écologique, y voit l'un des éléments centraux d'une transition énergétique réussie, permettant de rompre avec l'ébriété de nos sociétés de surabondance. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc du coup, voilà. Il faut absolument reconsidérer nos modes de vie. Voilà. On a tous envie de s'amuser, on a tous envie de profiter de certaines choses. Néanmoins, il faut intégrer des changements dans nos modes de vie. Sinon, on va droit dans le mur, on va droit à la catastrophe, ça c'est certain. Donc concrètement, la sobriété vise à réduire notre consommation d'énergie et de biens matériels par un changement en profondeur de nos comportements et de nos modes de vie. Elle s'inscrit dans une démarche collective dans la mesure où elle remet en cause les habitudes de consommation qui structurent aujourd'hui nos sociétés industrialisées, comme l'écrit Luc Semal dans Sobriété énergétique. Donc en nous affranchissant de désirs superflus, nous limiterons la pression que nous exerçons sur l'atmosphère et le vivant. Voilà. Donc en fait, c'est revoir, comme je disais, j'en ai parlé dans le minimalisme, si vous voulez voir la vidéo. J'en ai parlé sur mon premier podcast. Je parle de Pierre Rabhi, de son livre La sobriété heureuse. Si vous voulez savoir exactement de qu'est-ce qui fait référence à la sobriété, je vous invite à lire ce livre de Pierre Rabhi. Voilà, qui est que du bon sens et de la sagesse. Et voilà, donc la pression que nous exerçons sur l'atmosphère et le vivant, bien évidemment, voilà, donc il faut adapter sa consommation quotidienne, adapter ses déchets, essayer d'être moins polluant, de bien faire son recyclage, de privilégier les emballages carton, privilégier les emballages en verre pour soit réutiliser le verre, soit recycler le verre qui se recycle beaucoup mieux que le plastique. Le plastique, voilà, il faut l'éviter. Même s'il est recyclable, il faut l'éviter. Moi, je n'arrive pas à me débarrasser à 100% de mon plastique, mais quand je peux, par exemple, privilégier des contenants qui ne sont pas en plastique, je le fais. Si j'ai des bocaux en verre, j'essaye de les garder, de les réutiliser pour une autre chose. Il faut essayer d'avoir ce truc de vouloir constamment réutiliser ce que l'on a déjà à la maison. Et voilà, si par exemple vous allez me dire, oui mais quand on achète un contenant en verre pour de l'eau, pour de la sauce tomate ou que sais-je, c'est plus cher. Oui, parce que vous payez le contenant en verre. Donc justement, gardez ce contenant en verre, utilisez-le pour justement déjà que financièrement vous y retrouviez, mais aussi, voilà, il faut essayer de retrouver, comment dire, une utilité aux choses que l'on a. Par exemple, vous avez peut-être l'habitude de congeler dans des Tupperware qui sont en plastique. Vous pouvez congeler dans des contenants en verre, donc des bocaux en verre, à condition de laisser suffisamment d'espace entre le capuchon et le liquide qu'il y a dans le verre. Il faut laisser à peu près 3-4 cm, pas plus. Une fois que vous avez laissé ça, quand ça se congèle, ça n'explose pas. Moi, je congèle dans des bocaux en verre, c'est très bien. Vous pouvez l'utiliser pour tout.
Pour des épices, vous pouvez l'utiliser dans votre salle de bain, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Pour mettre des produits, si vous avez, je sais pas moi, des poudres pour des nettoyants, si vous avez si vous faites de la confiture, il y a des moyens de l'utiliser. Vous pouvez même utiliser des bocaux en verre pour vos plantes. Si vous, admettons, vous voulez faire des boutures, mettez votre terre dans le pot en verre et hop, vous mettez la plante dedans. Il y a les moyens d'utiliser le verre de toutes ces formes, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bon voilà, donc là il nous parle de choses un peu techniques. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, on va lire ça. Ne pas confondre efficacité énergétique et sobriété. Le concept d'économie et d'énergie ne doit pas être confondu avec l'efficacité énergétique qui relève davantage de changements techniques. Lorsque l'on parle d'efficacité, on conserve un même modèle de production, mais on consomme moins de kilowattheures pour un même niveau de production. Avec la sobriété, on remet en cause le modèle. Explique Pierre Galliot, chef du service consommation, responsable à l'ADEME. Lorsqu'une commune remplace ses lampadaires à incandescence par des lampadaires LED, par exemple, elle améliore l'efficacité de son éclairage public. L'alternative sobre consiste à les éteindre aux heures les moins fréquentées de la nuit. Voilà. Moi, je sais que vers chez moi, c'est fait, par exemple. Changer des ampoules ne demande pas un effort particulier, observe Patrick BM, responsable du groupe de travail Transition énergétique citoyenne au labo de l'ESS et co-auteur d'un rapport sur le sujet. La sobriété est bien plus complexe car elle demande une remise en cause de nos modes de vie à la fois individuels et collectifs. Voilà. Donc il ne faut pas en remettre qu'aux grandes entreprises, il ne faut pas en remettre qu'aux autres, il faut aussi adapter son mode de vie. Comme je disais, je le répète, il ne s'agit pas de devenir vegan, il ne s'agit pas de vivre en haut d'une montagne et cultiver des pommes de terre, j'aime bien prendre cet exemple. Il suffit simplement d'éviter la surconsommation, de réapprendre à consommer de manière consciencieuse et respectueuse de l'environnement, et d'encourager les producteurs, les petits producteurs locaux, les producteurs français qui font bien les choses. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. À partir du moment où vous faites ça, déjà, vous faites énormément. Sachez que si tout le monde faisait rien que ça, c'est juste, diminuer sa consommation de viande. Vous en mangez pas tous les jours, vous en mangez 2-3 fois par semaine, ça suffit. Y compris le poisson. Vous encouragez, par exemple, vous aimez le fromage, encouragez vos producteurs locaux de lait qui font ça comme le faisaient dans le temps avec les brebis, les bergers, tout ça. Les gens qui travaillent encore à l'ancienne, à la main, avec pas de gros outils. Les bêtes, elles marchent dans la montagne toute la journée. Encouragez ce genre de producteurs-là. Les légumes, c'est pareil. Essayez de trouver un petit producteur dans le coin. Vous arriverez à trouver des légumes vraiment pas chers si vous faites ça. Il y a des moyens de divers... Franchement, même si vous vivez en ville, on peut vous livrer à la maison dans des cartons plein de légumes merveilleux, quoi. À des prix très intéressants. Et des légumes qui auraient dû se perdre normalement. Parce qu'ils ne remplissent pas les cases de la perfection de niveau esthétique pour les supermarchés. Je veux dire, après tout, ça reste un légume nutritif, il est coupé, il est cuit, s'il est un peu biscornu, concrètement, ça ne change pas grand-chose. L'intérêt du légume, c'est qu'il soit nutritif, c'est pas qu'il soit beau. Voilà. Et donc, il y a des moyens de changer son mode de vie. Donc, c'est pour ça que là, j'ai trouvé en fait, je l'ai suivi déjà sur Instagram, Reporter. Je regardais leurs publications, mais je n'avais jamais pris la peine de regarder leur site avec leurs articles qui sont gratuits, qu'on peut voir vraiment... qu'on peut aller voir sans devoir payer un abonnement ou quelconque, ce qui est beaucoup le cas quand on doit lire un journal sur internet. La plupart du temps il faut s'abonner et malgré tout les gens n'ont pas forcément les moyens. Moi je trouve bien ce système de dons mis en place comme ça, c'est-à-dire que si vous trouvez que la qualité des articles vous plaît, vous pouvez faire un don tous les 2, 3, 4 mois. Pourquoi ? Quand vous avez de l'argent, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de dépenser tous les mois
pour pouvoir avoir accès à un contenu de qualité, qui là, pour le coup, est un contenu de qualité, et pas comme certains médias que je ne citerai pas, qui sont absolument... voilà, c'est de la propagande par rapport aux intérêts, aux gens qui les financent. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Donc là, cet article m'intéressait parce qu'il parle de sobriété et justement, voilà, l'économiser l'énergie. Voilà, il faut absolument changer, adapter notre mode de vie. Alors, voilà. Donc, demain, nous parlerons de cet article-ci, sur la COP26. Nous parlerons de cet article-là. Nous parlerons de cet article-là aussi. Moi, aujourd'hui, voilà, et on parlera en premier de celui-ci. Voilà. Comme ça, vous savez à peu près à quoi on va s'en tenir demain, et croyez-moi, ça va être festif. Hein. Donc, ça, je pense qu'on va le lire demain, parce que c'est un rapport avec la COP. Ça, pareil. Alors, étant donné, à la base, j'avais prévu pour demain de parler de la COP26 et puis de parler des potentiels... pardon, j'ai plus de voix. De parler en fait des potentiels... de l'énergie verte, en fait, ce qu'on pourrait faire à la place du nucléaire. Néanmoins, étant donné tout ce qu'il y a à lire, à dire sur la COP26, et du coup, sur le nucléaire, vous allez voir, en fait, on va faire une partie 2 de COP26 et de nucléaire qui va complémenter de ce qu'on en a parlé le vendredi dernier. Hein. Le vendredi dernier, je dirais, c'était une ouverture, une explication sur ce qui se passe en France, mais en aucun cas... ça venait rejoindre la COP26 au niveau du nucléaire. Simplement, je disais qu'il faudrait qu'on arrête le nucléaire, etc. Qu'on ait une promesse d'arrêt du nucléaire, mais vous verrez que c'est pas aussi clair que ça et que la France, voilà. On n'en dit pas plus, on verra ça demain. Donc du coup, demain, vendredi, partie 2 COP26, partie 2 nucléaire, et on parlera des châtaignes parce que on parlera toujours de l'aliment de la semaine. Je bois, excusez-moi. Ah, j'ai plus de voix. Donc voilà. Donc on va parler beaucoup de ça et on va principalement se nourrir de ce média-là. Je crois d'ailleurs qu'on ne va lire que ce média-là demain parce que c'est de très bons articles, très complets, voilà. Donc tiens, pour faire un petit... comment dire, un trailer pour demain. On va lire ça. Voilà. Donc, le double jeu d'Emmanuel Macron sur le climat. À Glasgow, M. Macron a vanté son action et celle de l'Union européenne. Mais, en sous-main, la France manœuvre avec la Pologne et la Hongrie pour faire reconnaître le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes. Voilà. Ça, là. Ça. Reconnaître le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes. Je crois que c'est pas possible. Enfin, pour rester poli, c'est pas possible. Voilà. Donc, on va lire ça. Glasgow, quartier de Chesnock, lundi 1er novembre. Il est 8h du matin et le vent mordant souffle sur la ville. Malgré le froid, les jeunes militants d'Action non violente COP21 sont déterminés à faire entendre leur voix. Dans quelques heures, Emmanuel Macron prononcera un discours lors du sommet des leaders mondiaux de la COP26. Nous voulons rappeler le décalage entre ces paroles et les actes, explique Charles Delacombe, l'un des porte-parole du mouvement. Vers 8h30, le petit groupe se met en marche, des journalistes trottant derrière eux. Destination inconnue jusqu'au dernier moment pour préserver les fuites. Nous traversons un entrelac de lotissements à briques rouges lorsqu'un habitant de quartier, la cinquantaine, interpelle violemment les activistes. Dégagez d'ici maintenant. La veille, Yaz, un militant britannique d'Extinction Rebellion, nous avait prévenu. Au Royaume-Uni, il n'y a pas une culture de la manifestation comme en France. C'est très très mal vu. Voilà.
Ils n'ont pas ce côté de... Je dirais de révolutionnaire qu'ont les Français, c'est vrai. Les militants finissent par s'installer près du Clyde, le fleuve traversant Glasgow. En arrière-plan se découpe le Scottish Event Campus, où se tient la COP26. Et puis tout va très vite. En silence, plusieurs activistes déroulent une bannière jeune accusatrice, Climate Emergency, Macron guilty. Donc, urgence climatique, Macron coupable. Derrière eux, d'autres brandissent tête à l'envers une dizaine de portraits officiels d'Emmanuel Macron décrochés dans les mairies françaises depuis février 2019 pour dénoncer son inaction environnementale. Quelques minutes passent avant que Marie Cohu et une militante ne prennent la parole. Condamnation de l'État français dans l'affaire du siècle, taupillage de la loi climat. Soutien au projet pétrolier de Total en Ouganda. Extension d'aéroports dans plusieurs villes. Tapis rouge déroulé à Amazon. La militante déroule un réquisitoire sévère à l'égard de la politique écologique du président de la République. La France n'est pas à la hauteur des enjeux, ni même des objectifs qu'elle s'est fixés, martèle-t-elle. Voilà. Clairement, c'est vrai. C'est une cata. Donc, ça fait 2 années de suite qu'on ne respecte pas les accords de Paris. Et apparemment, c'est pas prêt de changer. Pour promouvoir le nucléaire, la France accepterait de faire passer le gaz comme une énergie verte. La position de M. Macron est d'autant plus critiquable que, comme l'a révélé une journaliste de contexte, Anna Hubert, le président de la République mène un double jeu. Pour obtenir que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie verte européenne, des investissements jugés écologiques. Franchement, si j'étais cardiaque, je serais déjà par terre. La France aurait consigné un texte avec la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, afin de faire accepter le gaz, un combustible fossile, dans cette liste conjointement avec le nucléaire. Ce texte circule dans les cercles européens, je vais y arriver, qui négocient durement le projet de taxonomie verte. Wouh, ça c'est génial. Voilà. Alors, mais bien sûr, le texte d'Emmanuel Macron n'a pas évoqué cette manœuvre de coulisses. Il a d'ailleurs fallu l'attendre longtemps, près d'une heure et demie de queue et de contrôle avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte officielle. Après avoir retardé son discours de près de 3 quarts d'heure, le président de la République a enfin pris la parole en milieu d'après-midi. Il faut tous et toutes le pouvoir avoir des stratégies qui correspondent à la déclinaison du 1,5 degré maximum dans nos stratégies nationales. À ce titre, la France, mais plus largement l'Union européenne et le Royaume-Uni sont aujourd'hui au rendez-vous de ces engagements, annonce-t-il, pour Clément Sénéchal, porte-parole climat de Greenpeace France. Ces déclarations sont malvenues. Il aurait dû faire amende honorable à la loi climat instaurée l'objectif de réduire 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors que l'Union européenne s'est même fixé un objectif de 55%. Par ailleurs, le gouvernement a relevé à court terme les plafonds d'émissions autorisés. Donc là, ils expliquent la déforestation d'ici 2030. Donc ils voudraient du coup arrêter de faire la... Enfin, on verra si c'est tenu. Parce que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je veux dire, maintenant, il faut un peu d'action, quoi. Parce que là, toujours parler, les beaux discours, blablabla, c'est bien joli. Là, néanmoins, tout ce qui est écrit là... Donc, écoutez, je vous mets le lien de l'article dans le chat. Voilà. Je vous invite à le lire et en général, si ça vous intéresse l'écologie, regardez ce média-là, le reporter. Il y a des chiffres, il y a de tout. Ils expliquent tout. Il y a de tout. Voilà. Toutes les préoccupations importantes aujourd'hui, elles sont là. Voilà, la nature, vous avez tout. L'éolienne en mer menace abusive. Voilà.
Ils veulent mettre de l'éolien en mer, mais ils parlent de tout. Voilà. Peut-on réparer ce que l'on a détruit? Les forêts, les fleuves, voilà. Bon. On va pas tout lire là, hein, sinon on va se démoraliser aujourd'hui. Il faut en faire petit à petit. Voilà. Voilà. Ça c'est intéressant. La dernière fois, je disais que les voitures électriques ne sont sûrement pas moins polluantes que les voitures standards. Pourquoi? Voilà. Voiture électrique, une mine de lithium va dévaster une région serbe. Voilà. Alors, bien évidemment, vous avez ceux qui vont dire oui, mais c'est pas la France, on n'est pas concerné. À un moment donné, si tout le monde tourne le dos au problème et part dans une direction contraire, on va droit dans le mur. Donc, même si c'est pas la France, faut bien penser qu'il y a des êtres humains là-bas qui vont morfler, et que nous, si on vient un jour avoir un tel problème, on aimerait bien que les autres s'inquiètent pour nous. Voilà. Donc, là, même si c'est pas en France, il va falloir lire ça. Parce que, comme je disais, la création de voitures électriques, la fabrication n'est pas sans danger pour la planète, n'est pas du tout écologique. C'est pas vrai. Certes, vous n'allez pas utiliser de l'essence. Voilà. Néanmoins, je pense que j'ai pas trouvé de preuves concrètes de ça. J'ai pas trouvé de graphique, j'ai pas trouvé d'études propres à ça. Vraiment fiables. Mais je pense que si vous avez déjà une voiture, que vous limitez vos déplacements en voiture, que quand vous pouvez prendre un vélo ou marcher, vous le faites, c'est beaucoup plus écologique que d'acheter une voiture neuve, électrique, et d'encourager en fait la production de ça. Voilà. Parce qu'il faut penser qu'il y a du lithium dans les batteries. Donc, on va dire ça. En Serbie, la multinationale Rio Tinto compte exploiter un immense gisement de lithium, indispensable aux batteries électriques. Et les habitants, eux, refusent de sacrifier leur région au nom de la transition énergétique de l'Europe. Bon, jusque-là, ils ont raison, on est d'accord. En fait, il y a du logique dans la transition énergétique, mais il y a aussi des aberrations, clairement. De curieux objets métalliques parsèment les champs du village de Gornja Nedeljic, dans l'ouest de la Serbie. Ces puits d'exploration sont peints d'un bleu pétant et encadrés par des dalles de ciment tout frais. Pour observer, Marijana et Nebojša Petković, je vais y arriver, se frayent régulièrement un chemin à travers les épis de maïs de la vallée. Ici, la terre change de couleur, assure Mariana, près d'un puits foré, dans un champ de soja où rien ne pousse sur quelques mètres carrés. Elle est parfois rouge, jaune ou violette. Vous voyez là, tout autour du ciment, ce sont des fuites d'arsenic. La multinationale minière Rio Tinto explore le sous-sol de la région de Loznica et y étudie les contours de l'un des plus importants gisements de lithium au monde. Donc, vous imaginez bien la catastrophe. Les Petković et leurs voisins perçoivent la couleur rouge qui teinte désormais le sol de certains champs de céréales comme le premier signe d'une catastrophe. C'est autour de leur village et de la rivière Jadar, ou Yadar, que Rio Tinto compte extraire des millions de tonnes de jadarite dès 2026. Donc, ce minéral blanc, composé de lithium, bore, sodium, silicate, hydroxyde, pourrait faire la fortune de la multinationale et de ses actionnaires. Le groupe anglo-saxon australien a annoncé vouloir investir 2 milliards d'euros en Serbie afin de s'imposer comme le principal producteur de lithium en Europe et répondre aussi à la demande croissante aux batteries. Et voilà. C'est là ce que je dis, le problème, c'est qu'il y a encore le capitalisme qui vient dire bonjour, je viens polluer sous le prétexte que c'est écolo les voitures électriques. Voilà. Donc le groupe, donc bien évidemment c'est pas déjà un groupe serbe, c'est un groupe je dirais de colonisateurs capitalistes qui viennent se servir dans les pays des autres quand ça les arrange, n'est-ce pas, et de s'imposer comme le principal producteur de lithium en Europe et de répondre ainsi à la demande croissante de batteries électriques. Voilà. Donc
il y a écologie, il y a greenwashing et il y a manque éthique total et manque de considération envers la population absolue. Voilà. Et là, on est en plein dans le cambouis. Il compte aussi répondre à la demande du bore, un minerai utilisé dans les panneaux solaires et les éoliennes. Voilà. Donc, dans les communiqués, Rio Tinto affirme que la mine de Loznica pourrait produire suffisamment de lithium pour alimenter plus d'1 million de véhicules électriques par an. Une perspective soutenue à bord de bras pour le gouvernement serbe qui se fait l'écho des arguments de la multinationale et vante les opportunités économiques du pays. Donc, je répète, ils en ont besoin donc, pour les voitures électriques, pour les éoliennes et les panneaux solaires. Donc là, vous me dites, mais Joanne, mais je croyais qu'il fallait arrêter le nucléaire. Oui. Alors, comme je disais dans le premier article, si l'on ne change pas notre mode de vie, il va falloir tellement d'éoliennes et tellement de panneaux solaires et tellement de tas de choses qu'au final, la production de tout ça va être extrêmement polluante. Voilà. Donc, en fait, on a deux solutions. Soit on garde le nucléaire et du coup, on fait pas ça, on fait pas des mines comme ça, on cherche pas l'électrique, tout ça, mais on pollue et on monte en flèche. Soit on fait ça, c'est-à-dire qu'on détruit encore un peu plus la planète pour après produire de l'énergie verte qui sera verte sur la durée, mais à la production on ne l'est pas. Est-ce que du coup, on fait un peu de nucléaire, un peu d'énergie verte, et on change drastiquement notre mode de vie, et à ce moment-là, on détruit pas trop la planète, parce qu'on a déjà assez de ressources pour faire certaines choses, on limite le nucléaire, et on arrête d'être dans un monde où l'achat des choses est linéaire, on fait de l'économie circulaire, et on revoit contre... Là, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que dans les deux cas, il y a de la pollution. Après, c'est sûr que là, ce qui m'inquiète, c'est pas tant... certes, c'est utilisé pour les éoliennes et tout, mais il n'y a pas besoin d'aller détruire cette région de Serbie pour mettre déjà des éoliennes en route. Le problème, c'est que là, il y a un intérêt économique pour vendre des voitures électriques, et au-delà du côté... ils mettent ça, en fait, c'est du greenwashing, c'est oui, c'est voitures écologiques, c'est chouette, machin et tout. Mais au final, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sanitaire, en fait, pour la Terre, pour les gens qui vivent là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est que, attention, c'est certes un minerai utilisé dans les panneaux solaires et les éoliennes. Néanmoins, on a déjà les ressources nécessaires pour les mettre en place. Ne croyez pas. Hein, voilà. Et le problème, c'est qu'ils veulent miner ici pour créer tout ça. Et investir tout ça. Voilà. Ce qui les intéresse, c'est extraire ça pour avoir, en fait, une production de voitures électriques. Équivalente, je dirais, à Renault, à Peugeot, et à tout ça cumulé. En fait, ils veulent exploser, ils veulent vendre des voitures électriques en faisant ça. Et en fait, c'est juste encore un peu plus exploiter la planète à des fins financières. Ça ne change rien de ce qu'on fait actuellement, en fait. C'est du greenwashing, c'est ce que je disais. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que l'important aussi, c'est d'adapter son mode de vie, d'essayer de le changer. Pas drastiquement, mais de limiter la casse. Et c'est là où je dis aussi que si déjà on compensait, par exemple, on élimitait la moitié, on éliminait, je vais y arriver, la moitié du nucléaire en France. Donc on passerait de 58 réacteurs à, je sais pas moi, 28. D'accord ? Après 28, 29, 27. Et que tout le reste, on le fasse en éolienne, on le fasse en panneaux solaires. Donc on limite la casse, déjà de la production de tout ça, parce qu'on la divise en deux. On ne détruit pas non plus nos nucléaires, parce que ça nous fait une garantie de transition. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que il faut bien penser que c'est long. On peut pas
couper court direct, et voilà. Après, oui, c'est possible. Je veux dire, si par exemple, tout le monde s'y met et fait les choses correctement, oui. Mais voilà, donc il faut qu'il y ait une partie nucléaire, une partie renouvelable, que ça dure comme ça un moment, qu'au fur et à mesure, on remplace le nucléaire par le renouvelable, et à la fin, on sera qu'en renouvelable. Mais le problème, voilà, de ça, c'est que il y a aucune prise en considération de la planète. C'est-à-dire que c'est de suite, on détruit tout, on casse tout, on fait des trous, on mine, et après, on fait du bise là-dessus, et au final, il n'y a rien du tout de bénéfique au long terme. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas ne rien faire sans polluer aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que même... En fait, c'est notre mode de vie qui est polluant. Le fait d'avoir des voitures, le fait d'avoir de l'électricité, le fait d'avoir Internet, d'avoir des ordinateurs, le fait d'avoir des téléphones portables, le fait de faire importer des légumes et des fruits de très loin. On est dans un monde polluant. Le mieux qu'on puisse faire, c'est limiter la casse en incluant dans notre quotidien, donc comme en incluant dans notre énergie nucléaire, en éliminant un peu le nucléaire et en remplaçant petit à petit avec de l'énergie verte. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse dans notre quotidien, c'est-à-dire que petit à petit, on arrive à intégrer dans notre mode de vie des choses qui font du bien à la planète, tout en conservant une certaine qualité de vie, je dirais. Pour que ce soit faisable par tout le monde. Parce que tout le monde a envie de profiter de la vie. Voilà. Je dis pas non plus, voilà, qu'il faut, comme je disais, être un ermite en haut d'une montagne et cultiver des patates. C'est pas le délire que tout le monde a, quoi. Hein. Certains le feront, et peut-être que ce sera bien pour eux, mais c'est pas réalisable pour tout le monde. Donc on en revient toujours à ça. C'est une question de modération. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a la carte. Donc où ils veulent faire la mine. Et en plus, ce que je peux vous dire et qui est grave, c'est que vous voyez, la mine, elle est là. Donc il y a le Jadar qui passe ici. Le problème, c'est que ça va polluer l'eau. L'eau, elle va passer dans tout le pays. Les gens, ils vont s'intoxiquer. Et en plus, l'eau, je sais pas où elle se rejette, mais c'est pas bon, quoi. Voilà, ça va faire encore ça va tuer des poissons, ça va tuer peut-être des fonds marins, je sais pas où est-ce qu'ils se jettent, ce Yadar. Mais, et puis les gens qui cultivent autour, enfin, je veux dire, la Serbie, ça reste aussi un pays où il y a beaucoup de terres et les gens cultivent, quoi. Hein, donc, ces pauvres gens, ils vont se retrouver à manger du lithium, quoi. Donc, ça risque d'être catastrophique. C'est un petit peu comme quand ça s'est passé en Inde et qu'il y a eu l'industrie du coton qui a explosé pour faire les vêtements des fast fashion, qu'ils ont tellement traité les sols et le coton qu'ils mangeaient des pesticides et que tout le monde est mort là-bas, quoi. Que tous les gens qui cultivaient, il y en a, ils sont morts, quoi. Ils étaient endettés en plus, et morts parce qu'ils devaient racheter des semences de coton tous les ans à Monsanto. Ils avaient plus de sous, ils gagnaient rien, et ils sont morts à cause de produits, quoi. Et sinon, tout va bien, quoi. Sinon, tout va bien. Dans la vie, oh, c'est des Indiens, ils sont loin, oh, ça reste des êtres humains, quoi. Donc, voilà. Et là, ça peut se passer le même topo en Serbie. C'est-à-dire que si il y a des gens qui travaillent dans les mines, qui sont exposés à ces minerais longtemps, ces minerais, forcément, ils vont finir par dégager quelque part dans les sols et dans l'eau. C'est-à-dire que tout le monde va développer au fil du temps des maladies. Un peu comme le topo de Tchernobyl, que même encore aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont exposés, qui ont été exposés aux radiations proches quand il y a eu l'explosion, ou les gens qui génétiquement ont transmis du coup de la radioactivité à leurs bébés, ou les gens qui cultivent sur les terres aux alentours de cette zone-là, etc., etc., sont malades. Et c'est exactement ça le problème. C'est que si on continue à faire ce qu'on fait, à ne pas limiter la surconsommation, la production de je ne sais quoi, si on va toujours vers le progrès qui n'est pas du progrès, qui est une catastrophe planétaire, écologique, éthique, tout ce que vous voulez, si on continue dans cette direction-là, on va droit au mur. On va droit au mur. Voilà. Donc, voilà, je voulais en arrêter là sur ce que j'avais à dire sur ça. Parce que c'est prenant, hein.
Voilà. Voilà. Après, bon. Il y a des belles initiatives, comme là, par exemple. Ils veulent repeupler les récifs, voilà. En fait, ce qui est dommage, c'est que il y a plein de gens qui ont des bonnes initiatives. Le problème, c'est que les gros de ce monde, quand je dis les gros de ce monde, c'est les gros marchands, les gros commerciaux, les gros investisseurs, les gros machins, les gens qui ont les grosses entreprises, font tellement de mal que même si une bonne partie de la population change, ça va pas, vous voyez, faire un balancier vers le bon ou vers le mauvais. Ça va faire ça. Donc au final, ça changera rien. Parce qu'ils sont tellement puissants, et nous, on est tellement à faire des efforts et tout, mais au final, la balance ne ferait que ça. Le but, c'est que si les entreprises, elles commencent à limiter le problème, la balance, ça va faire ça de notre côté. C'est-à-dire que nous, on va être en positif. Donc c'est pour ça que l'important aussi de la COP26, c'est que les grands de ce monde prennent des initiatives importantes. Parce que s'ils prennent des initiatives importantes, au lieu qu'on ne soit à batailler contre rien, on va pouvoir batailler contre quelque chose. Et là, ça va être du positif. Et c'est ce qui va être important. Là, maintenant, jusqu'en 2025, 2026, 2030, et même plus encore, il va falloir prendre des initiatives. Nous, le peuple. Important. Important, important. Voilà. Il va falloir faire quelque chose, quoi. Ah. Ça, c'est bien aussi, recyclage des ordinateurs. Ah, ça, c'est ce qu'on vient de lire. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Bon. Quelle heure est-il ? 42 minutes que je parle déjà. Ouais. Bon, du coup, je vais peut-être vous laisser là. Je vous donne rendez-vous donc demain matin pour donc qu'on finisse cette histoire de COP26, qu'on en parle et qu'on en finisse, parce que là, je commence à avoir la tête en compote. On parlera donc aussi de ce qui pourrait être positif par rapport au nucléaire, mais bon voilà, vous verrez que c'est pas glorieux. Et nous parlerons du légume de la semaine. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver donc tous les lundis matins et les vendredis matins sans faute. Je vais vérifier un truc maintenant que j'y pense. Ouais, c'est bon. Je vérifie mon emploi du temps. Ouais, donc le lundi matin, le vendredi matin, quand j'ai le temps comme ça dans la journée, le mercredi, le mardi ou le jeudi, je me connecte, on papote, on relit des articles comme d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, merci encore aux nouveaux abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, je vous dis à vendredi. Portez-vous bien. N'hésitez pas à regarder du coup ce média Reporter qui est vraiment pas mal du tout. C'est un très très bon média, je trouve, qui parle des choses très intéressantes par rapport à ma chaîne et où je veux en venir dans les débats. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, à demain.